Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Mona pour cette introduction et pour l'organisation de cette semaine. C'est un thème qui nous tient fort à cœur. Je vais vous parler aujourd'hui d'émotions olfactives, avec, pour commencer, quelque chose que tout le monde vit au quotidien. C'est le lien très fort qu'on peut avoir entre la perception d'un odorant, d'une odeur, et une émotion. Donc oui, les odeurs ont un fort pouvoir émotionnel. Quand vous sentez, et je ne pouvais pas faire cette conférence sans au moins une fois vous montrer une madeleine et vous parler de Proust. Donc c'est fait, j'y reviendrai plus. Donc oui, les odeurs sont capables de générer des souvenirs émotionnels plus ou moins lointains. Comme vous en parlera beaucoup mieux que moi Benoît Schall vendredi, les odeurs aussi sont capables de générer, même chez la très petite enfance et au niveau du fœtus, des expériences de plaisir et de déplaisir. Elles suscitent des états d'activation et de relaxation, et puis de plus en plus de données montrent que la présence d'une odeur peut influencer notre comportement. On en parlera un petit peu par la suite si vous le voulez bien. Donc, les raisons pour lesquelles les odeurs ont un fort aspect émotionnel, c'est en partie lié à l'anatomie du système. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez ici une coupe du système olfactif. On retrouve ici le fameux bulbe olfactif avec les neurones dont vient de parler Yvan Rodriguez. Et puis après, vous avez un certain nombre de structures, cortex piriforme, amygdale, entorhinal, hippocampe, etc., et bien, ces structures sont également impliquées dans la mémoire et les émotions. Donc en fait, vous avez le système olfactif qui est vraiment imbriqué dans le système de la mémoire et dans le système des émotions. C'est pour ça, notamment, qu'il y a des liens très forts entre tous ces domaines. Alors, quelle question je vais tenter d'aborder avec vous aujourd'hui? C'est aborder un sujet qui est encore en débat, c'est absolument pas tranché, c'est qu'est-ce qui fait qu'une odeur soit agréable ou désagréable? Est-ce qu'il existe des odeurs qui sont universellement agréables ou désagréables? Ensuite, on verra un petit peu quelles sont vraiment les émotions qui sont générées par des odeurs. Et puis, je vous présenterai certaines données pour voir si ces fameuses émotions, elles sont universelles ou est-ce qu'on a des différences culturelles autour du monde. Alors, pour savoir si une odeur est agréable ou désagréable, on peut se poser la question, est-ce que c'est la structure chimique? Une odeur, un odorant, c'est un ensemble de molécules ou une molécule particulière? Est-ce qu'on peut prédire à partir de la structure de la chimie, en regardant la molécule, si cette odeur sera agréable ou désagréable? Il y a certaines données qui vont dans ce sens-là, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous avez ici une représentation de certains odorants, donc c'est des molécules plus ou moins complexes avec des atomes de différents types. Et donc vous avez ici une échelle très schématique qui va vers des molécules simples, que vous avez ici, vous voyez, une petite molécule, avec un chiffre ici qui correspond à sa complexité, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis vous avez des molécules de plus en plus complexes, avec ici cette molécule-là, vous voyez, avec beaucoup d'atomes différents, des cycles, etc. Et sa complexité moléculaire qui est plus grande. Donc, retenez, ça va du plus simple au plus complexe au niveau chimique. Est-ce que les molécules les plus simples vont être agréables, désagréables, les complexes agréables, désagréables? Comment ça va se comporter? Alors, je vous ai mis ici une courbe idéale, c'est-à-dire que vous avez ici du simple au complexe. Ici, c'est les molécules les plus simples au plus complexes, et ça, c'est si elles sont désagréables et agréables. Et si jamais c'était parfait, entre guillemets, plus vous augmentez la complexité, plus on augmente le fait que ce soit agréable, par exemple. Et ça, c'est la courbe idéale mathématique, parfaite corrélation entre la complexité de la molécule et le côté agréable-désagréable. Si j'augmente un peu la complexité, alors ma molécule devient un petit peu plus agréable. Ça, c'est le cas idéal. Hélas, la réalité, ou hélas, je ne sais pas, mais en tout cas, la réalité est celle-ci. Vous voyez que la relation est loin d'être parfaite, et pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux chiffres, la corrélation, elle explique en fait 32%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait grossièrement expliquer 32% du côté agréable d'une odeur grâce à sa chimie. Il reste encore énormément de pourcentage qui n'est pas expliqué par la chimie. Et d'autres données montrent, par exemple, vous avez ce même genre de résultat chez la souris,
Alors, une souris, bien évidemment, on ne peut pas lui demander si la molécule est agréable ou désagréable, mais on a d'autres indications. Par exemple, la souris, si elle aime, entre guillemets, la molécule, elle va passer plus de temps à examiner cette molécule, cette source d'odeur. Donc, on appelle ça des temps d'investigation. Et donc, vous avez ici, en fonction de la complexité de la molécule, les temps d'investigation. Et vous voyez qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire que plus la molécule est complexe, plus la souris va avoir tendance à rester là. Voilà. Et donc, on en déduit qu'il semblerait qu'elle aime ça, parce que si elle n'aime pas, elle partirait. Et certaines données, mais encore une fois, là aussi, elles sont à prendre avec des pincettes, montrent que ces mêmes molécules, l'homme se comporterait de la même manière. C'est-à-dire que les mêmes molécules que la souris préfère, l'homme les préférerait. J'emploie un gros conditionnel. Donc, c'est un ensemble de données qui semblent montrer que oui, la chimie pourrait avoir une part, et part que je mets faible, c'est-à-dire qu'elle ne conditionne pas toutes les réponses hédoniques, loin de là. Alors, si la chimie n'explique pas tout le côté agréable, désagréable des odeurs, qu'est-ce qui explique ce côté-là? Alors, c'est essentiellement l'apprentissage par association, c'est-à-dire que c'est une grande hypothèse, c'est que vous allez apprendre qu'une odeur est désagréable au cours de votre développement parce qu'elle va être associée à des situations agréables ou désagréables et tout ça va être très, très modulaire et très plastique. Le fait que ce soit par association, ça veut dire que vous pouvez vous changer la valeur hédonique d'une odeur. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement ces jugements, on a les mêmes au cours de notre vie? Est-ce qu'ils sont fixes? Par quoi est-ce qu'ils sont modulés? Alors, je vais vous montrer quelques exemples qui prouvent à quel point l'odeur n'est pas fixée en agréable ou désagréable pour un individu. Le premier exemple, qui est assez caricatural, c'est si vous changez le nom de l'odeur, vous allez voir, vous changez la manière dont vous évaluez l'odeur. Rachel Hertz, aux États-Unis, a fait cette étude assez amusante de proposer des odeurs. Là, c'est une feuille de violette. Et dans un certain moment de l'expérience, elle dit « vous sentez du concombre ». Et à un autre moment de l'expérience, elle dit, alors que c'est la même odeur, elle dit « vous sentez de la moisissure ». Et puis à chaque fois, elle demande aux gens de juger sur une échelle « j'aime, j'aime pas »,« 0, j'aime pas »,« 10, j'aime ». Et donc, elle a fait ça avec différents odorants, un acide qui sent vraiment pas très bon, de la menthe, du patchouli, feuille de violette et du pin. Et voilà les noms positifs qui sont associés, parmesan, bonbon pour la laine, encens, concombre frais, arbre de Noël. Et les noms négatifs, vomi, médicament pour la poitrine, sous-sol moisi, moisissure, désinfectant. On a juste changé le nom, l'odeur est la même, etc. Et qu'est-ce que ça donne sur les jugements des gens, ces mêmes gens? Voilà le résultat. Vous avez, en fonction de l'odeur, pour les noms négatifs, vous avez certaines notes. Et si vous regardez quand les noms positifs sont donnés, vous voyez que toutes les notes sont surévaluées. Et donc, ça montre bien à quel point le simple fait de donner un nom à une odeur va changer la manière dont vous allez évaluer cette odeur. Et c'est d'autant plus vrai pour cette molécule-là, qui n'est pas très complexe. Vous voyez où je veux en venir. L'acide ici, isovalérique, vous voyez que c'est, alors que ça sent vraiment pas très bon, et vous voyez qu'il y a un fort changement si vous changez le nom. Il y a d'autres études qui ont montré que si vous dites que c'est du fromage ou une odeur corporelle, vous avez les mêmes effets, etc. Donc vous voyez que donner un nom à une odeur va changer la manière dont on l'évalue. Alors vous pourrez me dire, ok, d'accord, c'est vraiment assez grossier, je donne un nom, donc les gens ont le nom en tête, et c'est ça qui fait tout l'effet. Je vais vous montrer qu'il y a des choses plus subtiles, et notamment le simple fait de faire une décision sur une odeur, vous allez voir à quel point ça peut changer l'évaluation que vous en avez. C'est une expérience qu'on a fait ici au laboratoire, Géraldine Copin. Et donc voilà ce qu'on a fait. On a demandé aux gens de juger plein d'odeurs, et on a pris 2 odeurs qu'ils aimaient de la même manière. Donc les 2 odeurs odeurs 1 et 2, sont agréables de la même manière. Donc si on vous les propose, vous dites, ok, j'aime bien les 2. Lilas, lavande, j'adore les 2, ok, je les sens. Et puis on vous dit, non, vous ne pouvez pas garder les 2, vous devez en choisir une. On force les gens à dire, ok, vous aimez les 2, mais vous devez en choisir une. Et donc, il faut faire un choix, les gens choisissent, on attend un petit peu, on leur fait passer des questionnaires, etc. Et puis après, on leur représente les odeurs, notamment l'odeur 1 et 2, celle qu'ils avaient choisie, la deuxième, et on redemande d'évaluer. Et comme on est un peu vicieux, à la fin, on représente les odeurs et on leur demande s'ils se souvenaient de leur choix, etc. On fait une tâche de mémoire, j'en parlerai après. Et donc, ce qu'on va comparer, c'est
l'évaluation qu'ils ont donnée ici la deuxième fois par rapport à l'évaluation de la première fois. La différence entre les deux, c'est juste qu'il y a eu un choix. L'odeur une a été choisie, l'autre a été rejetée. Vous avez pris une décision sur les odeurs. C'est juste la différence entre eux. Et voilà ce que ça donne. Donc, ce que vous voyez ici, si ça va vers le haut, c'est plus agréable, c'est-à-dire que deuxième évaluation, ça a été évalué comme beaucoup plus agréable. Et si ça va vers le bas, la deuxième évaluation a été jugée comme plus désagréable. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les odeurs en noir choisies et rejetées? Quand vous vous souvenez de vos choix, vous regardez votre choix. Si vous avez choisi l'odeur, alors oui, vous allez juger plus agréable l'odeur que vous avez choisie. Et l'odeur que vous avez rejetée, vous n'avez pas choisie, vous allez la juger moins agréable. Quand vous vous souvenez de vos choix. Et ce qu'on a montré, c'est que même quand vous ne vous souvenez pas de vos choix, cet effet reste. Donc vous ne souvenez pas d'avoir choisi ou rejeté l'odeur, mais quand même, vous allez surévaluer ce que vous avez choisi, préférer ce que vous avez choisi, et moins préférer ce que vous n'avez pas choisi. Donc vous voyez que quelque chose de subtil comme un choix peut influencer la manière dont vous évaluez une odeur.